j'espère que vous allez bien. Alors c'est jamais évident pour moi de dire bonjour, parce que ici et maintenant je suis face à moi-même, une caméra et je me suis déjà dit bonjour ce matin au lever. Donc voilà, souvent je coupe cette partie-là parce que ça me paraît tellement pas naturel que voilà. J'avais envie d'aborder aujourd'hui, le sujet de tomber amoureux. Comment je tombe amoureux, et d'ailleurs c'est bien souvent quelque chose qu'on ne choisit pas et qui nous tombe dessus, justement. Et j'y ai vu, 2 manières principales, hein, il y en a d'autres probablement et d'ailleurs je vous invite à faire part, de vos expériences en commentaire si vous le souhaitez. 2 manières, de tomber amoureux. Une qui peut être très intense et l'autre qui peut être, plus tranquille, on va dire, plus calme. Tomber amoureux déjà, c'est selon moi, la manifestation d'un intérêt particulier pour une personne. Cette personne nous attire, cette personne nous plaît. Il y a bien souvent une attirance physique, mais pas que. Ça peut être aussi une attirance psychique, voire intellectuelle aussi. En tout cas, cette personne attire notre attention d'une manière très particulière qui fait qu'elle va susciter en nous du désir. Désir de la voir plus souvent, désir de partager avec elle des choses plus intimes probablement. Donc déjà ça c'est un signal qui est plutôt encourageant dans une relation naissante, amoureuse, pour former un couple plus tard. Et il y a donc différentes manières de tomber amoureux de ce que j'ai pu constater. Il peut y avoir cette manière très douce, très délicate, où 2 personnes vont se rencontrer et vont finalement apprendre à se connaître, ressentir un certain plaisir à se voir, ressentir un désir mais qui va pas être trop fort non plus, un désir qui est plutôt, on va dire, calme. Un désir, ça fait bizarre de dire désir calme, mais où on sent un petit quelque chose, mais sans que ça emporte tout, vous voyez? Du coup, il peut y avoir, ouais, j'ai du plaisir à voir cette personne. Il y a des moments où j'aime bien quand elle fait ceci, quand elle fait cela, quand il se passe ceci ou cela entre nous et tout, mais c'est juste des petits moments auxquels on goûte. Et à cet endroit, ben, il n'y a pas une énergie d'intensité, de précipitation non plus. Il y a plutôt l'envie de revoir cette personne, l'envie de partager des moments avec elle et tout ça. Et puis ça se fait tout doucement. Et puis je vois une autre manière de tomber amoureux et bien évidemment on ne choisit rien hein, dans ces moments-là. C'est vraiment ce que j'appelle et ce qui est appelé couramment le coup de foudre. C'est-à-dire que waouh, parfois même sans que la personne ait parlé encore avec nous, ben, on peut ressentir quelque chose de très très fort à l'intérieur de soi et qu'on ne peut pas expliquer en fait. C'est de l'ordre de l'inexplicable. Et ça peut être extrêmement troublant. Et je me demande d'ailleurs si ce trouble, si ce mystère qui est ressenti à l'intérieur de soi, parce qu'il n'y a aucune explication, donc déjà ça va activer le mental qui va chercher à comprendre mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui m'arrive,
je ne connais pas cette personne et pourtant, déjà, il y a quelque chose en elle qui m'obsède presque. Donc là, c'est plutôt le signe que ça va être une relation assez souffrante. Pourquoi? Parce que déjà, la rencontre de ces deux personnes va faire que il y a quelque chose qui se passe et qui les échappe complètement. Or, le cerveau, le mental aime comprendre ce qui y arrive. Donc autant dans la première version de tomber amoureux, c'est quelque chose qui est doux, qui se fait dans le temps, on ressent du désir, mais c'est pas non plus un désir extra, enfin qui va vraiment nous transporter et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt sympa, qui est plutôt doux, qui est plutôt voilà, même si du coup euh, c'est moins sympa, on va dire, à raconter aux copines parce que c'est plutôt calme, c'est plutôt voilà quoi. Donc du coup, on va plutôt dire aux copines, ouais, j'ai rencontré quelqu'un, il est sympa, on apprend à se connaître, c'est tranquille et tout, non, il est chouette, etc., etc. Alors que quand c'est une rencontre vraiment le coup de foudre, là c'est l'extraordinaire qui apparaît quoi. Et cet extraordinaire, déjà, ça met en souffrance, déjà d'entrée, parce que je pense, hein, là je ne partage que mon regard, le cerveau aime comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne m'attire autant? Alors que il n'y a rien. Et parfois, il n'y a vraiment rien. Parfois, ça peut être même quelqu'un sur lequel ou sur laquelle on ne se serait même pas arrêté dans nos habitudes de vie. Du coup, euh, déjà, ça enclenche une recherche. La recherche de mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne peut d'ailleurs, normalement, ne me plairait pas physiquement, même parfois sexuellement. Ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que, par exemple, une personne hétéro peut être attirée par une personne du même sexe sans qu'elle comprenne mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et tout ça. Donc ça peut être sexuel, ça peut être physique, ça peut être l'âge, ça peut être... Enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte où le cerveau ne va pas comprendre mais pourquoi je ressens ça auprès de cette personne alors que normalement, entre guillemets, parce que rien n'est vraiment normal dans la vie, encore une fois de mon regard, normalement, je ne me serais pas arrêtée sur cette personne. Ce qui est ressenti à l'intérieur de soi est tellement intense que ça interroge. Et il y a un truc qui n'est pas normal là, qui est en train de se vivre. À la fois, ça interroge, à la fois, du coup, ça veut aussi comprendre. Du coup, il y a cette curiosité de qu'est-ce que c'est? Donc ça vient en rajouter en plus sur ce qui est déjà là. Lors de la rencontre et au fur et à mesure que ces deux personnes-là se vivent et partagent des choses ensemble, eh bien, étrangement, c'est encore plus évident, c'est encore plus fort, c'est encore plus, du coup, aussi mystérieux. Et ce qui peut se produire aussi, c'est que cette rencontre-là fait que c'est tellement évident que c'est comme si on s'était toujours connus. C'est comme si on se connaissait déjà. C'est comme s'il n'y avait rien à raconter de qui on est, de ce qu'on a pu vivre et tout ça. C'est comme si tout ça n'existait pas.
Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort et de très très troublant, mais aussi ça peut être les prémices d'une future souffrance qui va arriver. Je ne dis pas que c'est le cas systématiquement, mais en général, quand c'est intense comme ça dès le départ, voilà. Pourquoi? En fait, il faut bien imaginer que c'est comme quand on monte une montagne. Plus on est en haut de la montagne, plus quand la réalité arrive, c'est-à-dire la réalité de l'autre et la réalité de soi-même aussi et de ses limites et tout ça, eh bien, plus on va descendre bas, forcément. Hein. Plus c'est haut, plus la chute est difficile à encaisser. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est plus difficile aussi quand on est en haut de vouloir aussi redescendre pour faire avec le réel de l'autre. Voilà. Donc ça peut être une rencontre, on va dire, karmique, pour être plus général. Voilà, on va parler de rencontres karmiques. Donc ça, c'est plutôt le côté spirituel. Et du côté psychologique, j'aime bien. J'aime bien aussi le psychique. J'aime les deux, en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas à choisir non plus entre l'un ou l'autre. D'ailleurs, je trouve que ça se rejoint bien, ça se retrouve bien, et ça va très bien ensemble, le psycho et le spirituel. Donc voilà, il n'y a pas, selon moi, à choisir. Donc, d'un point de vue psychique, ce qui se passe dans ces moments-là, et dans toute rencontre amoureuse, plus ou moins, voilà, ça nous renvoie cette période-là très fusionnelle finalement avec l'autre où on a ce sentiment que l'autre c'est moi je suis l'autre, on est un, il n'y a plus vraiment d'individualité d'ailleurs. Eh bien à cet endroit, psychiquement, on retrouve quelque chose que l'on a goûté avec la mère. Cette mère qui s'est occupée de nous, cette mère qu'on a habitée d'ailleurs pendant 9 mois, où on n'avait besoin de rien, où tout était là, hein, dans le ventre, tout est là et tout ça. Mais aussi peut-être aussi avec la mère qu'on a pu avoir quand on était tout petit bébé et qui prenait dans les bras, nous donnait le sein, nous donnait de l'affection, etc., etc. Bien évidemment, ça dépend de la mère qu'on a eue aussi. Hein. Et ça, j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais c'est pour donner cette sensation que ça nous refait vivre en fait. Ce que ça nous refait vivre, c'est ça, c'est cet état embryonnaire. Cet état où il n'y avait plus besoin de rien. Cet état aussi amène une forme de grande puissance. Je ne vais pas dire toute puissance parce que voilà, la toute puissance, on peut l'avoir de différentes manières, donc voilà, mais en tout cas, ça donne vraiment un sentiment de grande puissance. Je crois même qu'il y a plein d'hormones qui se combo là d'hormones qui prolifèrent dans le corps, des bonnes hormones, hein, soyons clairs, mais ça aussi, ça ajoute. Et du coup, ce fameux combo de mélange et tout ça fait qu'on peut ressentir vraiment une grande puissance avec cette sensation que rien ne pourrait nous arriver, avec cette sensation que waouh, je me sens vachement en forme, waouh, je pourrais faire plein de trucs, enfin bon, bref, très énergétique, c'est très énergisant aussi. Et du coup, voilà. Eh bien, à cet endroit, ouais, c'est ça, on retrouve l'état embryonnaire avec la mère. Cette fusion est bien évidemment très bonne à vivre. Il n'est pas question ici de dire c'est pas bien, c'est pas bon, c'est dangereux, etc. Elle peut effectivement aussi avoir ses dangers. La fusion, elle est dangereuse dans la mesure où quand il s'agit de faire face à la réalité de l'autre et que je n'arrive pas à faire avec cette réalité, eh bien à cet endroit,
ça peut devenir dangereux. Ça devient souffrant déjà, ça c'est sûr, mais aussi ça peut devenir dangereux. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, par exemple, on va parler d'un couple comme ça qui fonctionne beaucoup sur la fusion. Et le jour où il y en a, souvent c'est une, malheureusement, la personne veut s'en aller, veut quitter la relation, eh bien, ça arrive que la personne à côté, qui était très fusionnelle et tout ça, ne supporte pas cette rupture et fasse un passage à l'acte regrettable. Voilà. Ça peut aller des injures au coup, au meurtre, voire aussi au suicide. Donc la fusion, elle peut effectivement être dangereuse dans la mesure où on ne sait pas défusionner. On ne sait pas, autrement dit, se détacher. On ne sait pas différencier l'autre de soi. Ou, et ça va ensemble, se différencier soi de l'autre. Donc, la fusion, elle est très bonne à vivre, il n'y a aucun problème avec la fusion, à partir du moment où on sait surfer avec la vague. Entre parenthèses, c'est un petit peu ça, l'idée. Donc, quand on tombe amoureux, bien évidemment, ça ne se choisit pas, hein, on ne choisit pas de se dire « oh là là, je vis quelque chose d'hyper intense, et c'est moi qui l'ai voulu, ou c'est l'autre qui a fait quelque chose aussi, c'est possible aussi qu'on puisse se raconter ça, se dire oh, l'autre a dû faire un truc pour que je sois dans cet état-là. Non, l'autre n'y est pour rien, et soi-même on n'y est pour rien non plus, c'est totalement inconscient, je dirais même que c'est une rencontre de deux inconscients qui nous échappent bien évidemment, puisque si c'était conscient, ben, ce ne serait pas inconscient. Voilà. Donc du coup, c'est incontrôlable. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de faire une petite prévention là-dessus, c'est-à-dire que quand on est dans ce genre de relation, bien garder à l'esprit qu'à cet endroit, on est dans un état embryonnaire, ou alors en spiritualité, on pourrait dire que ce sont deux âmes qui ont déjà vécu des choses dans d'autres vies et qui se rencontrent, et du coup automatiquement il y a inconsciemment toutes ces anciennes vies qui viennent s'entremêler et qui font que ça devient, que c'est ressenti comme quelque chose d'intense. Dans la relation que je pourrais nommer flamme jumelle, ou aussi, parce que ça s'équivaut quand même, passionnel, il y a vraiment ce truc de pas le choix. Je ne peux pas m'extraire de ça. Non pas que on ne le veuille pas, parfois on le voudrait. On sent que ça va être trop compliqué, on sent que ça va être, que c'est beaucoup trop intense, etc. C'est juste que cette intensité-là aussi, j'avais envie de parler de ça, parle d'autre chose également. C'est-à-dire, oui, il y a cet état embryonnaire, cette fusion qu'on a vécue avec la maman, mais il y a aussi, pour que ce soit autant intense aujourd'hui dans une vie d'adulte, c'est qu'il y a des choses, bien évidemment, à regarder. Donc, ça peut être aussi une chance, cette relation, si on veut, si on en a envie, si on en a la force et le courage aussi, d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de soi et tout ça. Alors bien évidemment, peut-être pas dans ce moment fusionnel, puisque au moment de la fusion, il n'y a pas vraiment de jeu, J-E. Il y a plutôt un gros nous. Donc c'est pas évident de se voir à cet endroit. C'est un état de toute manière qui ne peut pas durer, c'est impossible. Donc en général le travail se fait à partir du moment où ça commence à s'individualiser, à revenir dans son être, si je puis dire, dans son individualité plutôt.
souvent, ce retour dans son individualité fait que il y a plein de choses qui se passent. On ressent du manque pour ceux qui sont plus dans un attachement anxieux. Il y a beaucoup de manque et tout ça, donc c'est très difficile pour eux à cet endroit de s'extraire de la relation, bien évidemment, puisqu'ils sont beaucoup trop en manque. Donc voilà, c'est en ça que c'est souffrant. Pour l'autre, bien souvent c'est comme ça, hein. Pour l'autre, ce qui va être difficile en général, c'est d'investir la relation. Voilà, donc là, vraiment, les problèmes commencent, quoi. Et dans la relation, je dirais, karmique, étrangement, la personnalité plutôt évitante n'arrive pas vraiment non plus à s'extraire de la relation. C'est-à-dire qu'elle va avoir un comportement évitant, mais à la fin, elle est là. Elle n'arrive pas à partir, quoi. Donc voilà, ça c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en lumière parce que c'est ce qui se passe dans le karmique, vous voyez, alors que dans des relations plutôt habituelles, si je puis dire ça comme ça, évitant, dépendant affectif, bah, l'évitant à un moment donné il s'en va, quoi. Voilà, et puis c'est tout. Et puis de temps en temps il va revenir, effectivement. Mais je dirais que dans le karmique, l'évitant ne peut pas ne pas répondre à l'autre. Donc même lui est confronté à un problème par rapport à son fonctionnement habituel. Mince, j'arrive plus vraiment à partir, à m'extraire de la relation. Il y a quelque chose qui fait que je peux pas m'empêcher de répondre. Et pour le dépendant, bah, habituellement, il se fait lourder hein, quand il rentre dans sa dépendance, dans son anxiété, etc. Bah, habituellement, l'évitant s'en va, vraiment. Peut-être il revient quelques mois plus tard, mais en général, c'est toujours le dépendant qui va aller le chercher et l'évitant reste évitant. Vous voyez, il va pas trop revenir. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le karmique, on sent vraiment que l'autre est vraiment bloqué dans son fonctionnement habituel d'évitant. C'est mon regard. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, d'accord ? Il n'y a pas de vérité. Faut bien se dire ça. Dans toutes les vidéos que je ferai et que je fais et que j'ai faites, il n'y a aucune vérité. Voilà. Ici, je ne fais que partager mon regard. C'est tout, pas plus. De ce partage de regard, bien évidemment, je vous donne aussi des informations que j'ai pu recevoir moi-même de par mes cours, mais aussi de mon vécu et de tout ce que j'ai pu traverser dans ma chair et dans ma tête. Donc voilà, donc il y a mon regard avec mon vécu qui n'appartiennent qu'à moi et dont je vous fais un partage, mais qui n'est que subjectif, si je puis dire, et il y a aussi ce que j'ai acquis, ce que j'ai appris et que je vous partage aussi. J'aime bien donner un conseil quand même, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos, c'est pour pas donner un petit conseil si vous êtes dans une relation, on va dire, où vous êtes en train de tomber amoureux tranquillement, doucement, en douceur, où tout se passe bien, il n'y a pas d'intensité outre mesure, ou en tout cas juste à des moments clés, et c'est cool parce que c'est des moments fusionnels justement. Le problème, c'est quand la fusion persiste, reste, et très intense, très en haut de la montagne, et qu'on y reste un moment là, en haut de la montagne, vous voyez.
C'est pas tant d'aller en haut de la montagne, c'est y rester longtemps. Voilà, c'était pour préciser un peu plus mes propos. Donc, dans le premier cas, bon, rien à dire, hein, tout va bien et tout ça. Et dans le deuxième cas, je sais que ça peut être quelque chose d'extrêmement perturbant, avec lequel le mental va commencer à chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas, mais comment ça se fait, c'est pas possible, etc. Je dirais rester tranquille, vraiment. Rester tranquille avec ça. De toute manière, il n'y a pas le choix. Quelque part, dans ces moments-là, vraiment, il n'y a pas le choix. Je dirais même que c'est ce moment-là aussi fusionnel et tout ça qui va être un peu le ciment de la relation. C'est-à-dire que c'est aussi le terreau sur lequel après, peut-être, si vous en avez la volonté, c'est vraiment le terreau sur lequel vous allez pouvoir planter vos graines. À vous, personnel. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas à l'autre. Hein. Voilà. Mais c'est un peu comme si vous prépariez le jardin, le terreau de votre jardin. Commun et individuel. Mais je dirais avant tout individuel et commun. Voilà, bref. On en parlera si vous voulez dans une prochaine vidéo. Mais vraiment, ce moment fusionnel, de toute manière, quand on est dedans, je crois bien que si on pouvait faire quelque chose, on le ferait. Si j'ai un conseil à donner, autant que faire se peut, et si c'est vraiment possible, de revenir à son individualité régulièrement, c'est-à-dire de revenir à moi, je. Bien souvent, on n'est pas tout le temps collé à l'autre, il y a des moments aussi où on est seul. Et l'idée dans cette solitude, même si l'autre peut devenir une forme d'obsession, revenir à son centre, revenir à son individualité, à qui j'étais avant que l'autre n'entre dans ma vie. Voilà. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. C'est vraiment revenir à la personne que j'étais avant que l'autre entre dans ma vie. Et peut-être aussi l'idée, c'est de regarder c'est quoi la différence. C'est quoi qui fait que depuis ou avec l'autre, depuis que l'autre est entré dans ma vie ou quand je suis avec l'autre, qu'est-ce qui fait que ce soit si intense? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que ma vie prend beaucoup plus de saveur, etc. À commencer à réfléchir peut-être là-dessus et revenir vraiment à l'intérieur de soi et dans son centre, si c'est possible. Qu'est-ce qui peut aider pour revenir dans son centre à l'intérieur de soi? J'aurais tendance à dire le corps. Une activité physique peut-être. Peut-être la pratique d'un art aussi. Moi, j'ai beaucoup exploré l'art. Hop, vous voyez une de mes toiles derrière. Écrire. Et faire des choses avec le corps. Sortir un petit peu de l'esprit, de la tête. Là, je parle particulièrement à ceux qui sont plutôt donc anxieux. Aller explorer le moi-je. Moi-je et le corps aussi. Voilà. Pour les évitants, j'aurais tendance à dire que eux, peut-être, c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour eux, ce serait davantage le contact avec l'autre qui peuvent les mettre un peu
mal à l'aise. En général, quand ils sont seuls, les évitants, ils retrouvent très facilement leur moi-je, leur vie et tout ça. Mais c'est plutôt quand ils sont dans le contact que là, il y a des accros, quoi. Ça accroche, il y a des peurs. Voilà. Donc c'est plutôt le travail, le même travail, mais dans le contact, je dirais. Voilà. Mais des fois, dans le contact, c'est difficile parce que l'autre est tellement accroché que pour l'évitant, là, c'est compliqué de revenir dans moi-je quand l'autre, il est là. Et puis, c'est pas forcément aussi vraiment accroché, mais ça peut être dans l'énergie aussi. Vous voyez, où l'évitant va sentir que l'autre est vraiment accro, même s'il peut avoir l'air, parce que ça arrive aussi, des dépendants affectifs, des anxieux qui font l'air de rien, qui font comme si. Ça ne sert à rien parce que dans l'énergie, c'est ressenti. Donc voilà, mais ça c'est inconscient aussi de la part du dépendant affectif de faire comme si de rien n'était. Et l'évitant, il sent beaucoup les attentes du dépendant affectif, ce qui fait que ça nourrit sa peur à lui. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment un travail, hein, parce que faire semblant, ça ne sert à rien, vraiment. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment pour l'évitant aussi d'aller regarder en lui qu'est-ce qui se passe quand je suis en contact avec l'autre. Et peut-être que je me sens pas bien, en danger ou quoi, ou qu'est-ce. Ben, peut-être d'aller regarder à l'intérieur de lui et tout ça. Mais ça, c'est plutôt un travail qui se fait plus tard. Parce que dans la fusion, très sincèrement, c'est tellement fusionnel qu'il n'y a qu'un nous et tout va bien. Donc, donc voilà, il n'y a pas vraiment de conseils à donner puisque cet état-là, il est, il est beau. Il est beau. Donc voilà, juste revenir à l'intérieur de soi, que ce soit l'un comme l'autre, vraiment de temps en temps revenir à l'intérieur de soi. Pour l'évitant, quand il est en lien, en contact plutôt, parce que le lien est toujours là, mais en contact, et pour le dépendant, ce serait plutôt en dehors du contact. Voilà. Je crois que j'aurais encore plein de choses à dire en fait à ce niveau-là, mais je verrai ça une autre fois. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.